Alors, donc, je vais donc parler autour d'un groupe nombreux sur une question qui est celle du focus prosodique, qui est un objet très étudié depuis maintenant plus de 50 ans, avec les premières remarques viennent de Chomsky, et sur lequel il s'agit à la fois d'aborder les choses de façon empirique, c'est-à-dire pas simplement en mettant des majuscules sur les parties de la phrase qui sont censées être associées au focus prosodique, et puis de le faire en se posant la question de savoir si le focus prosodique est associé ou pas à des orientations argumentatives, à des conclusions, à des scalarisations, etc. Alors, je vais faire un survol rapide, un rappel rapide de la question posée, des cas théoriques de la notion de question, de discussion, d'image du possible, à la fois en théorie de l'argumentation et en général, avant de passer à l'étude proprement dite. Donc, je serai amené à aller assez vite sur certaines diapositives pour pouvoir... Elles seront rendues disponibles, donc vous pourrez regarder tout ça tranquillement après. Alors, donc la focalisation prosodique, c'est l'idée que donc un élément de la phrase va être saillant prosodiquement, que ça va conduire à créer des alternatives au niveau interprétatif sur les segments concernés et à construire ce qu'on appelle des QUD dans ce domaine-là, c'est-à-dire des questions d'arrière-plan. Voilà. Donc la forme la plus simple, ça va être soit je vais dire John went to Norway, soit je vais dire John went to Norway. Et en fonction de ça, on aura deux questions d'arrière-plan, soit qui a été en Norvège, soit où John a-t-il été. Donc ça, c'est la version la plus simple. Depuis le début, ils ont quand même quelques constats empiriques sur le fait que ça ne marche toujours pas comme ça. Mais voilà, on est en... Donc ça a donné lieu à beaucoup de travaux qui tournent autour de la sémantique des alternatives, de gens comme Krivka actuellement à Berlin. Bon. Et l'idée techniquement, du point de vue de la sémantique, la caractéristique de ce type de modèle, c'est de mettre en relation une représentation du possible, une représentation du réel. Alors, comme il se trouve qu'à la même période a été élaborée une modélisation de la valeur argumentative, soit dans ma thèse, soit dans les travaux qui ont suivi, qui explique l'orientation argumentative des énoncés au sens de Ducrot par l'existence d'une image du possible associée aux phrases énoncées. Je vais être amené donc à faire cette sorte de parallélisme pour comprendre le rapport qu'il y a entre les traitements, ce type de traitement de l'argumentation et puis les traitements en termes de QUD du focus. Alors, parler de mouvement attentionnel et d'attention contrôlée, ça revient à dire que si un adolescent dit à ses parents « j'ai pas 3 ans », c'est pas pour les informer du fait qu'il n'a pas 3 ans, donc c'est pas informatif, c'est bien pour argumenter vers une conclusion et qu'il faudra déterminer dans le contexte des dénonciations, du moins partiellement. Donc l'idée qu'il y a un cadre attentionnel, c'est que la phrase « je n'ai pas 3 ans » va être associée à une sorte de cadre pragmatique qui dit « j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas 3 ans et je vous demande de le prendre en compte ». Donc ça, c'est à partir de là, donc une mère pourra dire à son fils « je ne suis pas ton père », et là, encore une fois, ce ne sera pas pour l'informer, mais bien pour attirer son attention du fait qu'elle n'est pas son père et qu'il doit en tirer des conclusions pratiques, qui est, par exemple, d'aller parler à son père et pas à elle, par exemple. Alors, le point important, c'est que la spécificité de la théorie de l'argumentation dans la langue, c'est de dire que ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attirer l'attention sur quelque chose de façon neutre. Il y aura un biais attentionnel qu'on appelle en psychologie un référencement social et voilà, en sémantique argumentative, typiquement, la notion de point de vue, même si évidemment la notion de point de vue a été utilisée de façon assez variable dans l'ensemble des modèles qui relèvent de la sémantique argumentative. Le fait qu'il y ait toujours de l'attention contrôlée, c'est ça qui fait que même quand les énoncés sont informatifs, il y aura de toute façon cet arrière-plan attentionnel et cette valeur, donc on attire l'attention sur quelque chose pour que ça soit pris en compte. C'est ça la dimension fondamentale de l'argumentation au niveau pragmatique. Alors, dans le cadre de ce modèle, la phase de prise en compte de ce sur quoi l'attention est attirée est décrite en termes de comparaison des alternatives. Donc, pas simplement du fait qu'il y a plusieurs alternatives, mais de comparaison entre elles, ce qui fait qu'en gros, pour trouver la conclusion auquel mène un énoncé, il faut répondre à la question « quelle différence cela fait-il » Donc, une scalarisation, on introduit des possibilités, mais on les compare entre elles par rapport à un certain enjeu discursif ou pratique. Bon,
on aura donc, par exemple, j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas 3 ans et que cela fait une différence par rapport, par exemple, à la façon dont vous devez vous comporter vis-à-vis de moi, etc. Bon. Cette différence n'est pas une inférence, hein, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas une implicature ou une inférence à l'Asperger-Wilson, c'est une différence entre P et non P par rapport à quelque chose, et c'est ça la spécificité de ce genre de choses. Moyennant quoi, tout énoncé est associé à une image du possible, donc composant focal, même hors focalisation prosodique, est une position entre deux alternatives, nommée modélisation. Les deux alternatives sont soit P non P, soit il y a P et P, dans des choses comme il est con, mais con, par exemple. Alors, bon, là je passe là-dessus parce qu'il faut que j'aille vite. L'image du possible ne se limite pas aux alternatives, hein, parce que dans la sémantique des alternatives, on insiste sur les alternatives, mais ces alternatives ont des choses en commun, ce qui est techniquement ce qu'on appelle le présupposé, dont on sait le rôle argumentatif qu'il peut avoir. Donc en gros, l'image du possible, à la base, c'est deux alternatives, ce qui est en commun entre ces alternatives, et la négation de ce qui est en commun avec ces alternatives, c'est-à-dire tout ce qui est exclu. On a donc pas simplement des alternatives, mais un espace de comparaison. Et après, hop, je passe à la prosodie. Alors, il faut signaler que depuis maintenant une douzaine d'années, il y a pas mal de travaux qui ont été menés sur les rapports entre prosodie et argumentation. Ils ont montré, par exemple, que quelques ou enfin avaient une orientation argumentative en fonction de leur réalisation prosodique. Autrement dit, je peux avoir un quelque minimisant, il a lu quelques livres, voilà, bon, ou je peux dire, il a lu quelques livres, bon, voilà. Et selon la façon dont je vais dire quelques, bah, je mènerai à des conclusions opposées. C'est pareil pour enfin. Donc, bon, tout ça a montré que la forme de réalisation prosodique d'une phrase détermine notre orientation argumentative, ce qui veut dire qu'il y a bien argumentation dans la langue, parce que la prosodie, c'est de la langue, et que c'est tout à fait incontestable et objectivable dès lors qu'on a des formes de réalisation prosodique séparées. Alors, bon. Pour ce qui est du focus prosodique, maintenant, il y a deux questions principales qui se posent. Est-ce que vraiment la focalisation prosodique, telle qu'on peut l'observer dans des corpus authentiques, a le type d'interprétation standard qui est celle de tous les travaux sur la focalisation prosodique? Et l'autre question est celle de savoir, en plus directement liée aux questions de la sémantique argumentative, si la forme de réalisation prosodique d'un focus peut contribuer à donner une orientation argumentative ou pas. Donc, en gros, la même question sur quelques, mais à propos du focus prosodique. Alors, on a adopté, donc, nous avons adopté deux méthodes pour faire ça. Une qui est expérimentale, donc on produit artificiellement des formes de réalisation prosodique contrôlées, et puis une approche observationnelle que je vous décrirai après. Alors, la méthode, ça consiste à utiliser les exemples inventés qu'il y a dans la littérature sur la focalisation prosodique, Norway, les 3 years ago, etc., et à demander à des sujets parlants anglophones de jouer entre quelque sorte, enfin, de dire ces énoncés en ayant une information à propos du contexte pragmatique dans lequel cet énoncé va être réalisé, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a dans la situation et la prise de position par rapport à la situation qui est associée à l'énoncé en question. Donc, si on regarde les choses théoriquement, ce n'est pas ce qui a été communiqué aux informateurs, on crée des situations où on va manipuler soit la conclusion visée, soit la question en discussion, et on pratique les deux, puisque pour avoir des orientations argumentatives opposées, par exemple, il faut construire des questions en discussion différentes. N'a été communiqué aux informateurs qu'une sorte de didascalie résumant ce dont il est question et quelle prise de position est associée. Donc, il y a des techniques qui permettent, une fois que les informateurs ont produit ça, de vérifier si quelqu'un qui les écoute va reconstruire le type de contexte auquel on pense. Donc, c'est des techniques de vérification. Ça consiste à étudier les conditions de réalisation, d'emploi d'une forme de réalisation prosodique, pardon, et principalement de répondre à la question « Que doit-il se passer ou s'être passé pour que ce qui est dit soit dit de cette façon-là » Alors, bon, oui, remarque rapide, les formes de réalisation prosodique sont composites, c'est-à-dire qu'elles peuvent mélanger plusieurs informations successives. Ce n'est pas des signes au sens où enfin ou même est un signe, c'est des choses plus complexes, mais on peut néanmoins dire, voilà, pour dire ça comme ça, il faut à la fois qu'il y ait A, B et C, et donc même si c'est composite, on arrivera à trouver qu'il est question de A, de B et de C.
Alors, on a donc imaginé des cas, un contexte familial où il y a des frères et sœurs, que John il a été en Norvège et pas les autres, enfin, etc. Et on a typiquement, par exemple, pour 3 Years Ago, on a donné ces contextes-là. Donc, le premier contexte qui a été testé à chaque fois, c'est celui de la description classique du focus, hein, c'est-à-dire un contexte purement informationnel. On ne sait pas quand John a été en Norvège, et on va demander à la personne de répondre à cette question-là en faisant un focus. On indique quand même qu'elle doit faire un focus. Dans le deuxième cas, c'est un frère et une sœur qui sont embêtés par le fait que John il a déjà payé un voyage et pas eux, quoi. Et puis dans le contexte 3, que ça fait longtemps que John il a été en Norvège et donc il peut très bien y retourner une deuxième fois. Ce serait voilà. Donc en gros, on a des contextes différents. Alors, bon, le premier constat, très simple. 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago. Est-ce que vous entendez ou pas? C'est juste pour savoir si... Oui, bon. Voilà. Donc, en gros, on a bien des variantes. Bon. Sur la base de ces variantes, si on interroge des gens, ils vont vous dire, oui, il doit y avoir tel genre de choses. Alors, ce n'est pas toujours aussi précis que le contexte qu'on a donné, bien évidemment, mais ça donne une direction pour savoir si, effectivement, on perçoit notamment ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est-à-dire l'orientation argumentative. Alors, le troisième constat, c'est que la prosodie détermine directement l'orientation scalaire de l'énoncé. Bon. Donc, le fait que 3 years ago soit présenté comme une quantité importante ou faible, mais ça donne des informations plus fines que ça. C'est-à-dire que les alternatives, John a voyagé depuis des années versus moi jamais, entre guillemets, ça s'entend, quoi. Alors, concrètement, si on prend voilà, les formes prosodiques associées, on voit sur la partie droite ici des trois schémas, les différences de réalisation entre Norway dans le premier cas. On va pouvoir comparer les trois formes de réalisation prosodique. Alors en rouge, là, vous avez la version informationnelle, donc la version classique du focus prosodique, et en bleu, vous avez la version négative, genre il a été en Norvège et pas moi, quoi. Bon, et dans la version positive, entre guillemets, c'est-à-dire celle où on a, il devrait avoir le droit de retourner en Norvège parce que ça fait longtemps. Non, excusez-moi, je mélange avec l'autre cas. Alors, en gros, on a ici en bas neutre, en haut au milieu positif et en haut négatif. Bon, on notera que le négatif est beaucoup plus marqué que le cas standard. Et que les deux cas axiologiquement marqués, on va dire, sont plus des focus prosodiques plus importants que dans le cas standard. Si on regarde toute la séquence, on voit quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a une différence sur Norway, mais il y a aussi une différence sur le sujet, John. C'est-à-dire il y a une sorte de petit dans les cas où, pour des raisons qui s'expliquent, au niveau interprétatif, on va avoir une sorte de focus parallèle sur John, donc il n'y aura pas un seul focus, mais deux, un plus important que l'autre, et des choses de genre. Si on passe maintenant à John went to Norway 3 years ago, là, on va avoir de la même façon donc toujours la partie droite de chacun des graphiques, on a trois formes de réalisation prosodique différentes des éléments 3 years ago. Donc là, je les ai juste grossiers pour qu'on voit bien. Donc il y a des cloches dans les deux derniers cas, pas dans le premier, et puis la cloche est beaucoup plus courte. Enfin, le basculement de cloche, la cloche est beaucoup plus étroite dans le dernier cas que dans le second. Donc, si on compare à durée égale plutôt qu'en alignant, on a des réalisations où la durée n'est pas la même et la position des différents éléments. Alors, donc, première conclusion, on y viendra après, il y a bien des formes de réalisation prosodique différentes, il y a bien marquage prosodique de l'orientation argumentative, et il y a marquage plus fort pour des cas qui sont axiologiquement marqués que ceux qui ne le sont pas. Alors, bon, si on passe maintenant à la deuxième question, qui est celle de savoir, est-ce que dans des vrais corpus oraux, est-ce que ce qu'on trouve comme focus correspond à la description classique? Alors là, évidemment, la question est très vaste parce qu'il y a beaucoup de focus prosodiques différents sur des tas de corpus. Et donc, on va se limiter à un cas qui intéresse évidemment les gens qui travaillent sur position, c'est ce qu'on appelle le lysosegmental, c'est-à-dire quand on a deux variantes par le même locuteur de la même séquence avec un focus prosodique sur au moins un des deux, voire sur les deux. Bon.
parce que ça permet justement de faire des corrélations où on n'a pas des différences de voix, de micro, etc. Donc, quand on travaille sur la prosodie, on s'intéresse à ça. Donc, pour le coup, on a un focus prosodique, on va dire polyphonique, hein, sur les exemples que je vais vous présenter. On a la chose suivante. Donc là, vous avez… De nos ancêtres entre guillemets. Voilà, donc il parle de nos ancêtres, d'abord sur un ton de nos ancêtres, et puis après, il va se reprendre, entre guillemets, en mettant un focus prosodique sur nos, pour signaler que nos, c'est pas si clair cette affaire de nos. Donc concrètement, vous avez donc une séquence ici, le plus vieux de nos ancêtres, pose de nos ancêtres avec une belle cloche sur le nos, entre guillemets. Donc la séquence… Le plus vieux de nos ancêtres, entre guillemets. Voilà, et si on se contente, voilà, si on prend juste le dernier, on a effectivement quelque chose de particulier qui se joue là. Donc si on prend une autre représentation, on verra que effectivement le no est clairement en position de focus prosodique et qu'on a de formes de réalisation prosodique très différentes l'une de l'autre. Alors, bon, commentaire sur ces choses-là, ce type d'emploi. Est-ce que quelqu'un peut me dire de combien de temps je dispose encore ? Je ne t'entends pas, Marie. Pardon, 5 minutes. 5 minutes, ok, bon, alors je vais prendre tout mon temps. Bon. Alors, parce que c'est le point un peu important en sémantique. Hein. Voilà, donc, alors c'est un type d'emploi dont je tiens à signaler d'abord qu'il ressemble pragmatiquement en fait, aux emplois classiques sur une propriété, c'est qu'il est correctif. Ça n'a pas l'air, mais en fait, tous les emplois de focus de type c'est John qui est venu ou des choses comme ça, en pratique, c'est John et pas quelqu'un d'autre alors que quelqu'un a dit quelque chose d'autre. Donc, en réalité, même dans la littérature, ils reconnaissent à demi-mot que c'est des correctifs. Bon, le cas standard. Donc, celui-là est correctif aussi, hein, puisque bon, simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement l'inverse de ce que dit, ce que prévoit la théorie du focus prosodique en termes d'espace d'alternative et de questions en discussion, puisque, en fait, l'interprétation classique, elle prévoirait que quand il dit de nos ancêtres, il veut faire ressortir que c'est les nôtres et pas les nôtres. Quoi. Bon. Or, dans cet exemple-là, il est en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il est en train de dire c'est pas nos ancêtres, donc c'est nos ancêtres entre guillemets. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va corriger son no, qui peut laisser entendre que c'est vraiment nos ancêtres, parce qu'en fait, il est en train de dire c'est les ancêtres de d'homininés disparus qui ne sont pas les humains modernes. D'accord ? Donc, on a un exemple très simple avec un beau focus prosodique, mais dans lequel l'interprétation no veut dire c'est pas les nôtres, en fait. Quoi. Bon. Ce qui implique, ce qui est là important du point de vue d'une théorie de l'argumentation, que le focus vaut remise en cause de ses propres propos et distanciation par rapport au point de vue antérieur. Il a dit quelque chose et puis il se rend compte que ça peut être mal compris ou qu'il est en train de dire quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la réalité et il va donc se distancier par rapport à ses propres points de vue qu'il a introduits précédemment. Alors, là je suis un peu bloqué d'un coup. Là. Ah, pardon. Alors, bon, on va prendre un deuxième exemple, qui est un exemple où c'est la même personne, parle du peuplement de l'Asie du Sud-Est, peuplement préhistorique de l'Asie du Sud-Est, et on se dit, oh oui, l'Asie du Sud-Est, c'est loin là-bas, il y a plein de petites îles, ouais, mais si vous faites une petite comparaison toute simple comme ça, vous avez ici l'Asie du Sud-Est, et on voit que ça fait la taille de l'Europe. Bon. Donc là, en enchaînement, on a d'une certaine façon deux focus prosodiques, mais un nettement plus fort que l'autre, le premier, et on a une interprétation tout à fait spécifique. Plein de petites îles. Oui, mais c'est vrai. Alors, donc là, vous voyez, si on compare les choses, on voit qu'on aura un beau focus prosodique en haut à gauche et puis un petit focus prosodique en bas à gauche. Ça, c'est sur l'aspect purement technique. Alors, simplement, qu'est-ce que illustre cette chose-là par rapport aux questions classiques de sémantique argumentative et de polyphonie, puisque là, les deux choses sont vraiment très étroitement liées. C'est le fait que le focus est ici associé à la mise en scène d'un point de vue
dont le locuteur va se distancier. Mais là, cette fois-ci, dans l'exemple précédent, il se distanciait de son propre discours, alors que là, il se distancie de quelque chose avec lequel il est en désaccord, clairement. Donc, on a un focus polyphonique, on a un focus qui reste correctif, hein, il s'agit de contester un point de vue présenté comme erroné, selon laquelle la zone en question, en gros l'Indonésie, toute l'Asie du Sud-Est et la partie insulaire de l'Asie du Sud-Est serait une petite zone pas très importante. Bon. Et alors, simplement, on va observer un peu la même chose que ce qu'on avait observé la fois précédente, c'est que l'élément focalisé lui-même, plein, n'est pas le constructeur d'alternatives. C'est-à-dire qu'en réalité, les alternatives qui sont discutées dans cet enchaînement, c'est est-ce que c'est une petite ou une vaste zone. C'est pas est-ce qu'il y a plein de petites îles ou pas, enfin est-ce qu'il y a plein d'îles ou pas, parce qu'il n'y a aucun doute qu'il y a plein d'îles en Indonésie, et il n'est pas du tout en train de débattre de ça. Donc on voit qu'on a bien quelque chose dans lequel on va construire des alternatives, donc ça c'est cohérent avec ce que toujours dit la théorie du focus, mais ce n'est pas l'élément plein lui-même qui va être le constructeur des alternatives pertinentes pour l'interprétation de l'énoncé. En l'occurrence, dans cet exemple-là, les alternatives vont se construire sur petite, qui est l'élément le moins saillant prosodiquement, le plus faible dans toute la séquence, alors qu'il est le plus fort sémantiquement au niveau de l'interprétation de l'enchaînement. Alors, bon, ce qu'on voit finalement au travers de tout ce que je viens de vous raconter, c'est un ensemble de choses que nous avons essayé de résumer dans cette conclusion. La première, c'est qu'il existe des formes différenciées de réalisation prosodique, du focus prosodique. On ne peut pas considérer que le focus prosodique, ce serait un phénomène homogène prosodiquement, à l'inverse de ce que les représentations non empiriques du focus, sous la forme de majuscules, depuis 50 ans, peuvent laisser penser, ce qui implique qu'elles devront être étudiées en tant que telles. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir se poser la question de savoir, voilà, quand on a du focus prosodique, comment on repère les différentes interprétations qui sont associées à ces choses-là. Et bon, nous, à Orléans, on travaille pas mal avec des machines qui permettent de discriminer, qui font de l'apprentissage, du deep learning, etc., pour apprendre à discriminer les focus. Et il y a un travail qui démarre sur cette question-là. La seconde chose, c'est que ces formes de réalisation prosodique, elles imposent bien des contraintes linguistiques, parce que la prosodie, c'est de la linguistique, sur l'interprétation du focus et de la visée énonciative, de l'orientation argumentative. Donc là, par rapport au public que vous êtes aujourd'hui, hein, il est clair que le point important, c'est que l'argumentation dans la langue, c'est aussi la prosodie, par la prosodie en tant qu'elle est dans la langue. D'accord, ce qui est évidemment complémentaire, ça n'invalide pas le reste, ça apprend juste qu'il faut faire attention à ne pas attribuer au signe lui-même ce qui parfois est lié à la prosodie de ce signe, et ce qui peut être une tendance auquel, quand on réfléchit sur des exemples, on ne pense pas qu'on a une prosodie en tête en les lisant, et ça peut nous conduire à poser des choses qui sont à la fois vraies, mais à les attribuer au morphème plutôt qu'à la prosodie. Alors, la troisième chose, c'est que quand c'est ce que je signalais tout à l'heure, c'est que quand on teste des situations argumentatives variées contre le contexte purement propositionnel de la description classique, où il n'y a pas de scalarisation des possibles, hein, on observe des focus nettement plus marqués que dans la situation classique. Ce qui veut dire qu'effectivement, une analyse purement infartionnelle du focus prosodique n'est pas possible et que la neutralisation scalaire est autant un point de vue, ou un biais attentionnel, que le marquage prosodique de la différence que quelque chose fait. Enfin, ça, je vais... oui, je vais passer très... Il me reste quoi, 1 minute, non? Je dois finir. Si tu veux quelques questions, il faudrait que tu finisses. Oui, oui, d'accord. Donc, je passe rapidement là-dessus. En tout cas, l'analyse pragmatique du focus lui-même va plutôt dans le sens d'introduire une réponse différente à une question en discussion que d'introduire simplement des alternatives. Et puis là, je vous signale en passant, parce que techniquement, ce n'est pas possible de le traiter en 20 minutes et on l'a laissé de côté, qu'en fait, ça renvoie, en ce qui concerne les questions en discussion, entre la nécessité de distinguer 4 niveaux, la question en discussion au niveau de la totalité de la conversation, celle qui a au niveau d'une contribution, c'est-à-dire un enchaînement d'énoncés associé à
un locuteur énonciateur, et celle qui assure un seul énoncé à l'intérieur de cette contribution, et puis la QUD propositionnelle à l'intérieur de la phrase. Et que, évidemment, la théorie du focus est centrée sur les QUD propositionnels, alors que c'est très largement les QUD contributionnels, donc les enchaînements d'énoncés, et puis ceux au niveau de l'énoncé qui sont pertinents pour analyser le focus prosodique. Je vous remercie.